Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YohanDev. Cette semaine, nous allons voir ensemble, nous allons découvrir ensemble 4 méthodes pour mettre en place et pour backuper vos bases de données PostgreSQL. Et dans un projet Symfony, en tout cas, il y a un outil qui sera particulièrement adapté au projet Symfony. Les autres peuvent être utilisés dans n'importe quel type de projet pour peu que vous ayez une base de données PostgreSQL. Avant de commencer, vous le savez, on est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bref, vous connaissez la chanson. Et sans plus attendre, on se met en mode tuto et on démarre comme d'habitude dans un terminal parce que tout commence toujours par un terminal. Ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai créé déjà un projet Symfony vierge. Je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code. Je n'ai rien fait, j'ai juste fait l'installation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir tout de suite démarrer le Docker Compose. Est-ce qu'on le démarre tout de suite? Non, regardez ce qu'on va se faire parce qu'on va avoir besoin d'interagir avec la base de données après. Donc on va modifier le fichier compose.overwrite qui est le fichier qui vient surcharger le fichier compose.yaml qui est ici et qui ici décrit une base de données. Et bien ici, on va venir juste mapper le port 5432 en dehors du conteneur Docker. Donc on fait ça. Et ensuite, on va pouvoir se faire un docker compose up-upd. Et on démarre ça, et il nous démarre les conteneurs. Donc ça, c'est nickel. Ce qu'on va se faire, on va se démarrer le serveur Symfony. Je réfléchis, mais non, on n'a pas besoin de démarrer le serveur Symfony parce que nous, on voulait juste la base de données. Ok, tant qu'on y est, maintenant qu'on a une base de données, on va se créer Symfony console make entity. On va l'appeler test, ok. On s'en fout de turbo, pour ce cas on répond non. On va rajouter un champ qui va s'appeler test, qui va être de type string 255. Est-ce qu'il peut être nul? Non. Voilà, et on n'a rien d'autre à faire. Parfait, magnifique. Donc là, on s'est juste créé, si vous allez dans le projet ici, dans SRC, hop, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que ceux qui sont sur téléphone voient bien. Et dans Entity, on ajoute une entité toute simple avec un seul champ. Et c'est juste un prétexte finalement pour avoir un petit peu de la donnée ici. Ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir des fausses données. Pour ça, on va utiliser les concepts de fixtures. Pour ça, il y a un bundle qui est fait pour ça dans Symfony. Donc, on va installer ça en faisant un composer require -dev, parce qu'on en a besoin qu'en dev, orm-fixtures. Donc là, il va nous installer toutes les dépendances nécessaires. C'est parfait. Et maintenant, il nous faut générer des fixtures. Donc en fait, dès qu'on installe le bundle, automatiquement, il nous crée un fichier dans src datafixtures appfixtures.php. Donc là, ça va être très simple. On va essayer de se créer 1000 lignes. Ok. Donc on va se faire un for. Ok. For. Voilà. Hop, ici comme ça. On va dire 1000. Ok. Donc on va boucler 1000 fois. Et ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire 1000 fois? On va vouloir faire $test est égal à new test. Hop. On va chercher notre entité test. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Hop. Je me suis trompé. Hop. J'ai pas fait ça. On va faire un $test. Ok. On va faire un set test. Et on va juste mettre une petite string comme ça. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai fermé Visual Studio Code. Super. Alors, il est là. Je redémarre mon Visual Studio Code. Et donc, on va juste setter ça, vous voyez, comme ça, on va juste faire test et puis le numéro de la boucle, de l'incrément dans lequel on se trouve. Et ensuite il nous faut persister. Parfait. Et en sortie de boucle, on fait un flush. Donc là, ça va nous créer 1000 lignes de test. Tout simplement, c'est juste pour avoir un petit prétexte. Donc on va maintenant lancer les fixtures. Il y a une commande très connue qui nous permet de faire ça. C'est celle-ci. Hop. Alors, Symfony console. OK, comme d'habitude. Ensuite, doctrine. Alors, doctrine. Hop, j'ai enlevé le micro. Il est pile poil dans mon champ de vision. C'est terrible. Doctrine fixtures au pluriel. OK. Et deux points. Load. Voilà. Et là, ça va faire quoi? Ça va simplement jouer
la création des 1000 lignes. Donc là, on fait ça. Il nous dit attention, c'est dangereux, est-ce que vous voulez continuer? On va lui dire yes. Et il nous a créé déjà les 1000 lignes. Alors, on peut vérifier ça très simplement. Symfony nous fournit une petite commande bien pratique pour aller faire des requêtes dans la base de données. Hop, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu me le sélectionner ma commande? Attendez, hop, je vais faire un copier-coller de la commande parce qu'elle est un peu à rallonge. On va élargir la fenêtre ici. On fait un Symfony console, comme d'habitude, doctrine .query.sql, et ensuite, entre simple code, vous mettez la requête SQL que vous voulez exécuter. C'est aussi simple que ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais un select et je fais un count de toutes les lignes de test. Et donc, sans surprise, il y en a bien 1000. C'est exactement ce qu'on voulait, il n'y a pas de problème. Donc ça, hop, on peut nettoyer notre terminal et on va pouvoir découvrir les premiers outils qui nous intéressent. Les premiers outils, c'est les trucs de base de PostgreSQL. Il y a 2 outils très intéressants pour ça. pgdump, qui permet de dumper votre base de données, donc de backuper votre base de données, et pgrestore, qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de restaurer votre base de données. C'est très très simple. Il y a 2 façons de backuper avec pgdump. On va voir la première technique. Je vais vous copier la commande, vous allez voir, c'est très simple. On fait pgdump, ok, voilà, -u, on précise ici le nom d'utilisateur de la base de données. Donc ça provient d'où? Ça provient du compose.yaml ici. Et on a le PostgreUser app. Ok. Ensuite, on lui donne lot. Donc là, c'est 127.0.0.1. Et on lui dit la table, enfin la base sur laquelle il doit agir. App. Et ensuite, on lui dit le résultat de cette commande, tu vas le stocker dans un fichier app.sql. Donc je vais lancer la commande. Il me demande le mot de passe. C'est change me parce qu'on est sur un projet Symfony par défaut. Alors attendez, j'ai dû me tromper de mot de passe. Change me. Alors, est-ce que je me suis trompé quelque part? pgdump, app, change me. Ah, alors non, je sais pourquoi. Parce que je suis passé sur Mac récemment et le point d'exclamation n'est pas au même endroit. Voilà, nickel. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. Et ça nous a bien créé un fichier app.sql qui contient ici toutes les commandes pour recréer les tables et pour insérer les données. Donc si je viens ici, voilà, on a toutes les données, les 1000 lignes. Hein, vous voyez, il y en a plein. Donc si on va aller jusqu'à test 1000, il se fait un 99 puisqu'on commence à 0. Donc on a bien toutes nos données ici. Donc ça, c'est bien pratique. Le fichier, il pèse... allez, combien est-ce qu'il pèse? Le fichier... Il est où? Il est là, il pèse 19 kg. Donc c'est vraiment pas grand-chose. On va voir qu'on peut faire un tout petit peu mieux. On peut faire mieux, mais avant de voir mieux, on va essayer de voir comment on peut restaurer les données. Regardez ce qu'on va se faire. On va dropper complètement la base de données. Donc on va la dropper, ça veut dire qu'on va la supprimer. Voilà, on la supprime, on la recrée. Voilà. On rejoue les migrations. Voilà, on va dire yes. Tac, tac, tac. Ouais, pourtant c'est pas mal. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Alors ça, c'est étonnant ça. Et si je fais la requête, qu'est-ce qu'il me dit ici? Ouais, il me dit que ça n'existe pas. Alors, intéressant. Alors, je drop, je la crée et je joue mes migrations. Si je mets yes, alors attendez, qu'est-ce qu'on a fait avec nos migrations? Est-ce qu'on a créé des migrations? Ah, on n'a pas créé de migration. Ok. Doctrine make. Eh oui, forcément. Migration. Voilà. Je comprenais pas ce que j'avais fait là. Ok. Là, on applique la migration. Parfait. Donc là, j'ai une table avec les structures, mais aucune donnée. Vous voyez, j'ai 0 ici. Donc on va voir si notre backup fonctionne bien. Notre backup qu'on a fait avec pgdump. Eh bien, il y a la commande qui permet de restaurer ça, qui utilise psSQL,
qui est le client PostgreSQL par défaut. On met les mêmes informations, l'utilisateur, l'hôte, la table, et on lui dit, eh bien, va prendre le fichier AppSQL et tu t'en sers pour aller peupler la base de données. Donc je fais entrer. Il me propose de saisir le mot de passe. Et là, automatiquement, il a créé ce qu'il faut. Alors il y a quelques warnings ici, mais ce n'est pas très important parce que regardez ici, si je fais mon select, j'ai bien retrouvé 1000 éléments. Donc, ça vient valider que c'est bon, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. On a bien sauvegardé et restauré les données. Donc ça, c'était la première technique basique qui est disponible de partout, que vous pouvez du coup scripter facilement. C'est vraiment très pratique pour faire le point sur vos sauvegardes. Vous pouvez faire des scripts facilement. Bref, c'est très pratique. Ok, on peut également faire la même chose avec pgdump, mais dans un format un petit peu différent. C'est un format .dump. L'avantage, c'est que c'est un format archive, donc un format binaire, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir comme ça, qui est réputé pour être un peu plus performant et pour compresser mieux les données, les index, etc. etc. Donc je lance la commande, vous allez voir que c'est assez similaire dans l'utilisation. Et donc là, à la racine de mon projet, il m'a bien créé logiquement ici un fichier app.dump. Si je refais un ls/lh ici, on voit que le fichier dump était légèrement plus petit, moins lourd que le fichier SQL. Alors imaginez sur des données beaucoup plus vastes, ça peut jouer en termes de données, donc c'est intéressant de le savoir. Maintenant, comment est-ce qu'on restaure le dump? Eh bien, cette fois-ci, on va utiliser un outil exprès pour ça, pgrestore. On lui donne le user, l'hôte, la table, enfin la base, pardon, et on lui donne le fichier à utiliser. Donc, dans notre cas, app.dump. Je lance la commande. Comme d'habitude, il me demande le mot de passe. Je mets change me et c'est bon. Vous voyez que c'est très rapide. Il m'a restauré ma base de données. Donc là, si je fais mon select, pas de souci, j'ai bien mes 1000 éléments dans ma base de données. Donc ça, vraiment extrêmement pratique. Ok, maintenant, on va utiliser un autre outil, vous allez voir, qui est vraiment génial, qui s'appelle dbtools bundle. Je vais le ramener par ici, la documentation qui provient de GitHub. Et cet outil, eh bien, c'est un outil qui vous offre directement des commandes pour interagir avec votre base de données, notamment pour backuper, pour restaurer et pour anonymiser. Dans notre cas, on va juste regarder le backup et le restore, mais sachez qu'il y a aussi la possibilité d'anonymiser vos données simplement en rajoutant des attributs sur vos entités. Vraiment extrêmement cool. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Toujours dans le terminal, on va vouloir installer le bundle. Mais sauf que vous allez voir, ça ne va pas fonctionner. On va le faire ensemble pour que vous ayez vraiment le message d'erreur. Donc j'installe le composer require machina corpus /db-tools-bundle et il n'est pas content. Il me dit pourquoi. Il me dit je ne suis pas compatible avec ta version de Doctrine ORM. Donc dans notre cas, on va downgrade légèrement la version de Doctrine ORM qui est ici en 3.1, qui est vraiment très récente. Donc pour le moment, on va baisser ça, on va passer à la 2.15 par exemple. Voilà. 2.15. Donc j'enregistre ça. Et ici, hop, si je fais un composer require ici, hop, il faut d'abord que je fasse un composer update. Voilà, hop, comme ça il va downgrade la version de l'ORM, parfait. Maintenant, je peux faire le composer require machina corpus parce qu'on respecte les prérequis de ce bundle. Parfait, ça c'est nickel. Donc là, vous voyez que ça y est, il est installé. Dans la documentation, il nous est proposé d'utiliser un fichier de configuration par défaut qui se trouve dans vendor machina corpus dbtools bundle config package machin etc et que nous en gros on copie cette configuration dans notre répertoire config.package config/package. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait? On vient de rajouter un fichier dans notre répertoire config package dbtools ici, voilà. Et nous on va pas y toucher, on va laisser la configuration de base, mais il y a énormément d'informations, énormément de possibilités de customisation et bien évidemment, allez checker la documentation. C'est toujours à la documentation qu'il faut retourner.
Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce bundle? Vous allez voir que c'est d'une simplicité à toute épreuve. Il y a d'abord une première commande qui permet de s'assurer que notre système dispose de tous les éléments nécessaires pour que le bundle fonctionne bien. Je le lance, il me dit pas de problème, tu as bien pgdump qui est disponible sur ton poste et tu as bien pgrestore qui est disponible sur ton poste. On va pouvoir travailler ensemble. Parfait. Pour faire une sauvegarde, eh bien, vous allez voir que désormais, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de faire un Symfony console db-tools .backup. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Je lance la commande et regardez ce qu'il me dit. Il me dit très bien, j'ai démarré le backup. Je t'ai les sauvegardé dans ce répertoire var dbtool default, la date, l'heure et le nom du fichier .dump. Et il me dit, j'ai pas d'ancien backup à nettoyer. Parce qu'il peut aussi mettre des dates d'expiration, etc., etc. Et comme vous l'avez vu, c'est très simple pour backuper. Et bien, c'est tout aussi simple pour restaurer. On fait la commande Symfony console db-tools .restore. Je lance la commande. Il me propose une liste de backups. Moi, j'en ai qu'un seul, mais imaginez s'il y en avait plusieurs. Je choisis le 0, je fais Entrée. Il me dit attention, ce que vous allez faire va écraser les données actuelles. Donc, on doit répondre explicitement Yes. Et si je lance la commande, parfait, la restauration est terminée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil extrêmement cool parce qu'il est très simple à utiliser, vraiment extrêmement simple à utiliser. On peut difficilement faire plus simple en termes d'utilisation, je trouve. Et ça, c'est vraiment génial. Allez, on continue, toujours dans notre découverte d'outils. Cette fois-ci, je vais vous montrer un outil qui est en l'occurrence une image Docker que j'ai bien aimé, qui s'appelle Docker DB Backup. Je mettrai les liens des différents outils, donc le bundle Symfony, cette image Docker, et puis l'outil qu'on verra après. Cette image Docker, elle est assez complète parce qu'elle permet de faire plein de choses. Elle permet, si on vient ici dans les fonctionnalités, elle permet de sauvegarder des bases de données. C'est vraiment son unique objectif. Elle permet de spécifier des destinations. On pourrait le brancher sur un S3 par exemple. Bon, nous, dans notre exemple, on ne va pas aller aussi loin. Et on peut complètement paramétrer le fonctionnement de ce système de sauvegarde uniquement avec des variables d'environnement de notre conteneur Docker. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique à utiliser. Alors, je vous fais l'impasse de la documentation. Évidemment, je vous laisserai aller la découvrir. Moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le mettre en place pour découvrir un petit peu le fonctionnement de tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre fichier compose.yml et on va lui rajouter une partie de configuration spécifique à cette image Docker. Donc là, je vais copier-coller un fichier que j'ai préparé pour qu'on gagne un petit peu de temps. Voilà, copier. Je vais venir le mettre ici. Donc on va rajouter un nouveau service. Voilà, Docker ici. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on crée un service qui s'appelle DB Backup. On utilise l'image de DB Backup. J'ai un certain nombre de variables d'environnement. Ici, je précise le nom de la time zone, le nom du conteneur, est-ce que j'active ou pas le monitoring, là j'ai mis false, le nombre de jobs que je vais exécuter de manière concurrente, ici j'ai mis 1, est-ce que par défaut, je veux qu'il y ait un checksum, donc par défaut je dis non, mais on va voir qu'après, je peux lui demander, c'est le cas ici, je mets checksum SHA1. La compression, l'intervalle, le départ, etc. Tout ça, les valeurs default, c'est des valeurs par défaut que vous pouvez après overrider sur chacun des bases de données que vous voulez backuper. Et ça marche comme ça. DB01, s'il y en avait deux, ça serait DB02, DB03, DB04, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, eh bien, dans notre cas, je veux backuper une base Postgres. L'autre s'appelle database. Pourquoi est-ce que c'est database? Parce que je suis à l'intérieur d'un conteneur Docker et que du coup, ce conteneur peut accéder à celui-ci par son petit nom, database. Je lui mets le name, le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'intervalle. Donc là, on va le faire toutes les minutes. On va lui dire qu'il démarre immédiatement. Il nettoie toutes les 180, alors c'est quoi ces minutes ou secondes? Je ne sais plus, 180 minutes. Il fait un checksum et il compresse au format GZ.
Et ensuite, on a un petit ici volume, ok, dans lequel on va backuper tout ça. D'ailleurs, je vais mettre ici data 1 parce que comme j'ai préparé la vidéo, des fois, ça peut nous poser quelques difficultés. Voilà. Donc là, c'est bon. On a paramétré, oui, juste avec ça, on a paramétré nos backups qui vont être backupés toutes les minutes et conservés pendant 3 heures. Et au bout de 3 heures, on va supprimer comme ça. Donc évidemment, dans la vraie vie, ça n'a aucun intérêt, mais vous comprenez là pour la démonstration que c'est plutôt intéressant. Comment on démarre ça? Très simplement, on va aller dans notre terminal et on va faire un docker compose up-d. Hop, qu'est-ce qu'il me dit? En fait, je crois que je peux le laisser comme ça. En vérité, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, voilà. OK. Donc là, il est en train de démarrer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller le voir. Donc, je vais utiliser un outil qui s'appelle Lazy Docker. J'en ai déjà parlé sur la chaîne que j'aime bien pour aller se connecter dans notre conteneur DB Backup. OK. Je vais voir ici directement les logs. Donc là, il me dit que le next backup, il va être à 22h26. Il est actuellement à 22h25. Donc, on va attendre qu'il fasse son premier backup. Vous allez voir, ça va arriver quelques secondes. Et ça va être vraiment très cool parce que là, du coup, sans avoir rien d'autre à faire, juste à paramétrer des variables d'environnement, il lance son travail et il fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique. Donc là, on va attendre. 22h26, c'est 32 secondes. Il ne rigole pas avec le timing. Et une fois que ça va être fait, il va toutes les minutes backuper tout simplement notre base de données. Donc évidemment, voilà, hop, c'est fait. Vous voyez qu'il nous dit quoi? Il nous dit il a dumpé, pas de problème, il a compressé au format gzip, il a fait tout son petit tralala, et puis il nous dit prochain, j'attends 60 secondes et je vais faire la prochaine fois un autre backup. Comment est-ce qu'on peut, avec cet outil, restaurer notre base de données? Eh bien, c'est très simple parce qu'ils nous fournissent une petite commande bien pratique. Donc là, si je veux rentrer dans le shell ici, je vais lui dire exécuter le shell. Donc là, je me retrouve dans le terminal de ce conteneur Docker. Et si je fais ls, pas de problème. Et il y a une commande restore qui me dit, eh bien, OK, est-ce que tu veux restaurer un? Donc là, il me propose le choix du fichier, de custom, 3 kits, etc., etc. Donc nous, on ne va pas faire comme ça. On va faire un restore. Hop, voilà, comme ça. On va lui dire qu'on veut faire du PGSQL. Donc on lui dit que je veux restaurer sur du PGSQL. En fait, non, on va lui donner le nom du fichier. Pardon. Donc on va lui dire c'est ce fichier-là. Voilà. Hop, hop. Et ensuite, après, il faut qu'on lui précise la base de données. Parce que sinon, si on le faisait comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il va nous demander étape par étape de saisir tous les trucs. Donc on va lui dire que c'est du Postgres. OK. On va lui dire que le serveur s'appelle database. On va lui dire que le user c'est app. On va lui dire que la base c'est app. On va lui dire que le mot de passe c'est change.me. Et on va lui dire que c'est sur le port 5432. Et là, si je lance cette commande, eh ben, il me propose alors de choisir un fichier. Oui, bon, c'est pas ce que je pensais. Je pensais qu'il allait tout faire d'un coup. Hop. OK. Restore complète. Il a bien réussi. Pas de souci. Je comprenais pas là ce qui se passait parce qu'en fait, restore. Ouais, c'est bizarre qu'il me pose la question. Logiquement, il devrait tout exécuter d'un coup. Mais bon, écoutez, que voulez-vous? Il me fait ça. Donc, on voit bien qu'il y a bien toutes les minutes ici que ça nous crée une nouvelle backup. Donc là, si je lui dis le choix 3, hop, boum. Il a bien fait quoi? Il a bien exécuté la restauration. Et là, on voit bien à la fin qu'il nous dit bon, il y a toujours ces petits problèmes d'index parce qu'elles existent. Voilà, il ne peut pas créer plusieurs fois les primary keys, etc., etc. Mais en tout cas, à la fin, il a bien restauré complètement nos backups. Donc ça, c'est un outil que je trouve plutôt pas mal, qui est bien pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même killer ce conteneur parce que à toutes les minutes, ça va être un peu beaucoup qu'il tourne et ça n'a pas grand intérêt pour nous. OK, on va quitter ça. Et enfin, le dernier outil dont je voulais vous parler, que je trouve un outil vraiment génial. Pour le coup, c'est un outil en SaaS et qui est vraiment, que je trouve vraiment,
vraiment très pratique et qui s'appelle automatic.io. L'objectif de cet outil, qui est payant, mais il y a une formule gratuite que vous pouvez utiliser pour backuper. Son objectif à lui, c'est de mettre en place très facilement et très rapidement une politique de backup avec des backups horaires, hebdomadaires, mensuels, etc., avec les bons délais de rétention, etc., etc., de vous proposer aussi la possibilité d'upload ça vers un serveur S3 à vous et de le faire de la manière la plus simple possible. Donc, ce que j'ai fait en parallèle, c'est que j'ai commandé une base de données, ok, et on va l'utiliser. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se brancher notre projet Symfony. On va le brancher sur cette base de données distante juste pour pouvoir créer la base de données, pour qu'elle existe au moins une fois. Donc, on va faire un point local ici. On va lui mettre ici. Donc, ça va être le mot de passe, enfin le login, c'est web admin. Le mot de passe, je l'ai reçu hop, de mon fournisseur cloud. Elle est là. Donc, alors, je vais le mettre en clair, mais parce que je vais évidemment supprimer cette instance à la fin du tournage. Voilà. Il me faut l'adresse IP de la base de données qui est ici, l'adresse IP publique. Je vais la mettre ici. Hop. Et elle s'appelle bien app, ça c'est à nous de le garder comme ça. Et la version, là il nous dit quoi? Version 16, et moi j'ai commandé quelle version? Je crois que j'ai du 16. Parfait. Donc on enregistre ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va stopper Docker Compose Stop. On va tout stopper parce qu'on veut que notre application communique avec la base distante. Donc là maintenant on va faire un Symfony, hop, on va retrouver la console, la commande quelque part, create, voilà, on vient de créer la base de données à distance. On va faire les migrations, hop, on va jouer les migrations, yes, voilà, nickel, et on va jouer les fixtures aussi pour aller écrire les données sur notre, hop, où est-ce que j'ai sur les fixtures? On va les retrouver ou pas? Voilà, fixtures. On joue les fixtures, on répond yes. C'est un peu plus long parce qu'on est sur une base de données distante, donc ça prend un peu plus de temps, c'est normal, c'est la latence du réseau. Et une fois qu'il aura terminé, on aura une base de données accessible sur le cloud avec des données. Ça, c'est juste le prétexte pour avoir de quoi configurer notre automatique. Bon, là, ça prend un certain temps. On va en profiter pour venir paramétrer automatique. Automatique, c'est très simple. On va lui dire, je veux te créer ici un DB Credential. Donc, je vais supprimer d'ailleurs cette démo. Ça, c'était la première. Bon, je ne peux pas. Je vais en créer une nouvelle. Donc, DB Nickname, on va l'appeler démo 2. OK. On va lui dire que c'est du PostgreSQL. On va lui dire que l'hôte, c'est cette adresse IP-là, sur le port 5432. Le user, c'est web admin. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Le mot de passe, c'est celui-là. On le colle ici. Et la base de données, elle s'appelle app. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Et je fais create. J'ai cliqué ou pas? Non. Alors attendez, on va pas faire comme ça. Il y a une manière plus simple, c'est de faire create new job. Oui, voilà, on va faire comme ça. Excusez-moi. On va faire Postgres ici. On va regarder s'il a fini. Ouais, ça, c'est bon. Donc, on va lui dire, on utilise Automatic Server pour le storage, etc. Mais on pourrait faire votre propre serveur, d'ailleurs, votre propre serveur qui exécute les commandes de backup. Nous, on va prendre la formule all-inclusive ici, hein, on ne va pas s'embêter, voilà. On va lui dire qu'on utilise le Automatic Storage et on va lui dire qu'on veut configurer voilà, une nouvelle base de données. Voilà, on revient là où j'étais, c'est pas grave, démo 2, hop, lot, c'était ça, ouais, c'était ça, database, nanana. Web admin, le mot de passe, je le récupère ici, je le colle, nickel, et c'est app. Voilà, nickel. On peut checker et sauvegarder.
Donc là, il me dit c'est bon, c'est success. Et là, il me dit bon, alors, moi, je te propose de base de te mettre en place un backup d'heures, toutes les heures, une fois par heure, tous les jours, toutes les semaines, une fois par mois, avec les bons délais de rétention, c'est-à-dire que les heures vont être gardées 24 heures. Donc vous avez 24 heures de backup horaire. Pareil pour les jours, c'est une durée de rétention de 7 jours. Donc vous avez une semaine de récupération. Les semaines, c'est 4 fois, donc c'est un mois. Et les mois, c'est 12 mois. Donc vous avez la possibilité de revenir 12 mois en arrière. On va se mettre ici sur un fuseau horaire parisien. Et on lui dit, vas-y, balance-moi tout de suite le premier backup. Donc on va faire finalise. Hop, ah oui, d'accord, il faut ici un nom. On va l'appeler démo 2. Et on fait finalise setup. Et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. C'est ça qui est extraordinaire. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc là, on ne va pas pouvoir attendre parce que ça va mettre un petit peu de temps avant de faire le job. Mais en fait, là, vous n'avez plus rien à faire. Donc ça, c'est des tests que j'avais fait qui ne fonctionnaient pas bien parce que je m'étais trompé dans les credentials. Mais là, dès qu'il va avoir la possibilité, il va lancer le backup et il va faire toute la politique qui est mise en place. Ils appellent ça parachute ici. Vous voyez qu'il y a donc les backups heures, jours, semaines et mois. Alors celui-là, est-ce que je peux le supprimer? Voilà, c'est celui-là. Ouais, bon, je ne vais pas le faire, ça ne nous intéresse pas. Mais donc vous pouvez faire ça. Et puis vous avez la possibilité donc de rajouter vos propres serveurs pour exécuter les jobs. Vous avez la possibilité d'ajouter vos propres serveurs de storage en plus de ceux d'Automatic. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Vraiment, je n'ai pas trouvé un outil plus simple à utiliser que Automatic. Ce qui est génial avec cet outil, c'est que vous branchez vos credentials et puis vous êtes tranquille. Vraiment, ça vous, enfin en tout cas moi, je trouve que ça simplifie vraiment grandement la vie. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a passé une petite demi-heure à découvrir un petit peu différentes solutions de backup. Il en existe évidemment une foultitude d'autres. Il en existe évidemment plein. D'ailleurs, si vous en utilisez, je serais très curieux que vous veniez nous dire dans les commentaires quel est l'outil que vous utilisez pour sauvegarder vos bases de données, pour les restaurer, pour etc. J'espère que ça vous a appris un certain nombre de choses, que vous avez découvert des petits outils, que vous avez compris que des fois backuper ça peut ne pas être si compliqué que ça, même si dans cette vidéo on n'a pas abordé la question de où est-ce qu'on stocke les backups, combien de fois on les stocke, comment on gère ça dans le temps. Là on a vu que ça sous le prisme de comment je backup, comment je restaure, mais évidemment, c'est un sujet beaucoup plus large, extrêmement intéressant, mais on ne peut pas aborder tout ça dans une seule vidéo. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais écoutez, c'est le bon moment, vous avez tenu une demi-heure, vous n'êtes pas très loin de cliquer sur le bouton s'abonner. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de journée, fin de nuit, début de matinée, un bon appétit, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!